le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter la liste de mes livres les plus marquants en 2020. Alors comme vous avez pu voir dans mes updates lecture, il y a eu beaucoup de livres que j'ai beaucoup aimés et je voulais pas vous présenter mes livres préférés mais les livres qui m'ont le plus marqué, c'est-à-dire des histoires auxquelles vous repensez encore des mois ou des semaines après, des personnages qui vous ont marqué, des livres qui vous laissent pas indifférents. C'est le type de livre que moi je préfère et c'est le livre qui, je pense, le style de livre qui pourrait vous intéresser. Alors j'espère que vous aimerez cette petite sélection. Alors pour la plupart d'entre eux, j'en ai parlé en update lecture puisque j'ai commencé à vous faire des vidéos sur mes lectures du mois de mars. Et donc je vous mettrai en barre d'infos, donc juste sous la vidéo, pour chaque titre, dans quelle vidéo d'update lecture vous pourrez retrouver mon avis complet. Parce que là je vais pas vous refaire un avis comme j'en ai déjà donné dans les updates lecture, et comme ça vous pourrez, si vous voulez en savoir un peu plus, et surtout que la vidéo a été faite vraiment très proche de ma lecture, donc là ce sera plutôt des ressentis de lecture, enfin ce qu'on garde de ces livres là, donc vous pourrez les retrouver. Par contre s'il y en a, je pense, un seul, que j'ai lu au mois de janvier l'année dernière, pour lequel vous n'avez pas eu d'update lecture, donc je vais commencer par celui-là. En faisant la liste, j'ai remarqué que c'était majoritairement, enfin excepté deux, des livres en fait dont le personnage principal est une femme. Il y a 3 témoignages, donc en fait on se rend compte que c'est des livres qui me correspondent totalement, c'est-à-dire des histoires de femmes, des témoignages et surtout la littérature étrangère, parce qu'avec cette sélection vous allez voyager. Et donc j'ai décidé de commencer par l'Asie, et donc je vais vous parler de Mémoire d'un chat, qui a été écrit par un japonais. Alors au niveau du titre et de la couverture, on pourrait penser que c'est juste un livre mignon, gentillet sur un chat. C'est bien plus que ça, et je pense que c'est un des seuls livres de ma sélection qui vous fait pleurer à la fin. Hein. Vraiment, c'est pas le livre joyeux sur l'histoire d'un petit chat. Donc en fait on va suivre un chat, puisqu'il est quand même question d'un chat, et donc vous allez alterner des pages où vous êtes en fait dans la conscience de ce chat, et d'autres fois où c'est plutôt une narration, vous voyez ce qui se passe avec son maître. Donc vous allez suivre ce petit chat qui lui à la base vit dans la rue, donc dans un quartier de Tokyo, et qui va rencontrer donc un humain qui s'appelle, il me semble, Satoru. Donc ils vont commencer comme on peut parfois rencontrer des chats dans la rue, il va juste lui laisser quelques petites croquettes par-ci par-là. Et malheureusement un jour, ce petit chat va se faire taper par une voiture, va se traîner jusqu'au logement de Satoru, et il va décider de l'emmener chez le vétérinaire, même si c'est pas son chat, même si c'est un chat de la rue, il va décider de le soigner, et étant donné que c'était une blessure assez grave, il va devoir garder le chat chez lui alors même que c'est un chat d'extérieur. Du coup une amitié va se créer entre eux, et bien entendu il est impossible pour l'un comme pour l'autre de retourner à leur vie d'avant. Alors en fait ce livre là m'a été offert parce que j'avais lu le livre Demain les chats, qui m'avait assez choquée parce qu'il y a des scènes de ce que moi j'appelle de la torture animale, enfin des scènes où quand vous aimez les chats c'est très difficile à lire. Et j'avais été assez marquée parce que c'est très compliqué de lire ce genre de scène pour moi. Et quand j'ai commencé ce livre là, je me suis rendu compte au niveau de l'accident, je me dis enfin c'est à nouveau des scènes hyper dures où nous on s'imagine notre chat subir ça, etc. Mais il n'y a que celle-là, donc je vous rassure là-dessus, effectivement c'est un peu difficile de lire quand le petit chat a cet accident jusqu'au moment où il se fait soigner. Mais tout va bien par la suite, donc il y a vraiment que cette scène là au début, et je préfère vous prévenir qu'il y a ce genre de scène. Et donc juste après, finalement ce petit chat va rester avec son nouveau propriétaire, et on les retrouve 5 ans plus tard. Et en fait on est au début d'une conversation où Satoru, j'espère que je le dis bien, oui, en fait dit à son chat que malheureusement il n'a pas le choix, il va devoir se séparer, mais qu'il va lui trouver qu'il va essayer de lui trouver le foyer idéal pour lui. On ne sait pas du tout pourquoi il est obligé de s'en séparer, et c'est vrai que quand on est dans la tête du chat, lui non plus ne sait pas. Alors il me semble qu'il l'a appelée Nana, parce que sa queue du coup fait la forme d'un chiffre 7, et donc en japonais le chiffre 7 se dit Nana, même si c'est un prénom de fille et que c'est un mâle.
Et donc en fait va commencer ce voyage où Satoru va faire le tour de ses amis les plus proches, ses amis avec qui il a partagé un grand moment de sa vie, pour voir si il pourrait prendre ce chat pendant un certain temps. On ne sait pas pendant combien de temps et on ne sait toujours pas pourquoi. Et en fait ce voyage là c'est quelque chose qui va être assez touchant, assez émouvant. Comme je vous le disais, c'est un livre japonais et vous retrouvez vraiment tous les éléments principaux qu'on aime retrouver dans la littérature japonaise, c'est-à-dire avec beaucoup de douceur, beaucoup de poésie, énormément de sentiments, et c'est ça que j'ai vraiment aimé. Donc en fait Satoru va aller de point en point donc chez ses amis, et en fait ça va nous permettre de redécouvrir un pan de sa vie qu'il a partagé avec chacun de ses amis. Et en fait vous découvrez un peu plus de lui, un peu plus de sa vie, et c'est à ce moment-là que finalement le chat s'efface un peu. Vous retrouvez quelques petites pages où vous êtes dans la conscience du chat, mais c'est pour ça que pour moi c'est pas juste un livre sur un chat en fait, c'est vraiment l'histoire d'une vie, les amitiés très fortes, les amitiés qui ont compté, les gens qui ont été là pendant des moments difficiles de votre vie. Et après sur la fin on commence à se faire une idée, on commence à comprendre pourquoi en fait il a besoin de s'en séparer. Et c'est un livre, comme je disais, je m'attendais pas à ça, je voulais juste passer un autre livre qui parle de chat. C'était un livre assez marquant, je repense à chaque fois, je les vois parcourir le Japon en voiture avec son chat, et tous les éléments de sa vie sur lesquels on est revenu, ses amitiés extrêmement fortes. Et par contre je vous le dis, c'est un livre qui fait pleurer parce qu'il aborde des sujets quand même très difficiles. Donc si vous êtes assez sensible, attention à ce livre-là. Je peux malheureusement pas vous dire pourquoi sans vous spoiler, mais c'est quelque chose de difficile, mais qui fait que ce livre est très marquant et que je vous conseille, puisque c'est vraiment les histoires japonaises comme on les aime en fait. Donc je vous recommande Mémoire d'un chat. On va rester en Asie, je vais vous présenter les deux livres suivants qui se passent. Alors, en Asie, donc il y en a un, on va rester du coup au Japon, donc celui-là je l'ai lu il y a pas très longtemps, et donc je vais vous parler de Mémoire d'une geisha, que j'ai lu dans le cadre du challenge Je lis les livres de mes proches, et c'est un véritable coup de cœur puisque c'est un livre où on apprend des choses, donc on revient sur la vie d'une femme qui était geisha, et on revient sur toute cette culture autour des geishas, tout cet apprentissage, tout ce qu'on leur demandait. Donc en fait elle est vendue à l'âge de 8 ans, et en fait tout son apprentissage, donc quand elle est enfant, toute l'aide qu'elle doit apporter à celles qui sont geishas, puis en fait l'apprentissage des arts, puisqu'en fait une geisha doit maîtriser plusieurs arts. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant, vous vous attachez beaucoup à elle. Ça se passe au 19e siècle, donc fin 19e siècle et début 20e. J'ai appris énormément et je vous conseille, puisque c'est vraiment un livre qui vous apprendra beaucoup de choses. Vous avez beaucoup de termes japonais, vous allez vraiment être plongé dans cette culture-là. Comme je le disais dans ma vidéo, après j'ai regardé d'autres reportages sur les geishas, etc. parce que c'est quelque chose dont j'avais envie d'en apprendre encore un peu plus. Donc je sais qu'il y a un autre livre geisha que beaucoup de gens lisent, qui a été écrit par un homme, il me semble par un américain. Ici donc c'est par une femme, et je pense qu'il est tout aussi bien, et donc je vous conseille, si vous êtes intéressé par la culture japonaise et plus particulièrement par les geishas, d'autant plus que là on revient sur l'histoire d'une femme qui a existé, donc c'était très intéressant. Ensuite on va partir en Corée du Nord, et donc là avec Je voulais juste vivre, donc qui est aussi un livre qu'une de mes amies m'a mis dans ce challenge. Donc là vous allez suivre en fait Yeomni, donc c'est son histoire à elle, comment en fait elle a vécu en Corée du Nord et comment elle a réussi à s'échapper. Donc c'est un personnage aujourd'hui enfin c'est une personne aujourd'hui qui intervient dans des séminaires, etc., notamment au niveau des droits de l'homme, et qui se bat pour faire connaître en fait la dure réalité qu'est la Corée du Nord, pour aider en fait cette population qui est toujours soumise là-bas. C'était un livre qui était vraiment extrêmement touchant, parce que même si on a entendu parler un peu de Corée du Nord, on sait que c'est difficile, on s'attend pas non plus à tout ce qu'on va lire. Surtout que quand elle va s'enfuir de Corée du Nord, elle est loin de la fin de son cauchemar. Finalement c'est un autre cauchemar qui va commencer. Donc c'était extrêmement touchant, comme je le disais.
dans ma vidéo, on a exactement le même âge, donc c'était d'autant plus touchant parce que j'étais sans cesse en train de comparer à ma vie facile à ce moment-là par rapport à tout ce qu'elle subissait au même âge. Moi je vous conseille, que vous soyez ou pas intéressé par la Corée du Nord, je pense que c'est important de se rendre compte de ce que les gens vivent là-bas, puisque enfin, ça fait pas des siècles qu'elle a vécu ça fait que quelques années, et donc je pense que c'est important de s'informer. Et donc ce livre-là aussi est touchant, il y a des scènes difficiles par contre, enfin, comme la plupart des témoignages, puisque là on s'approche de la réalité et parfois on lit des scènes un peu violentes, un peu difficiles, et on se console en se disant que c'est qu'une fiction. Là c'est encore plus terrible parce qu'on sait que c'est ce qui s'est réellement passé, donc c'est pas des lectures légères, c'est pas des lectures qui vous donnent le sourire, mais c'est des lectures où vous êtes contente d'avoir lu ça et que vous ne pouvez pas enlever de votre tête. Donc moi je vous conseille énormément ce livre-là aussi. De toute manière je vous conseille tous ceux que je vais vous présenter. Ensuite on va partir en Inde, même s'il n'est pas vraiment question de l'Inde, mais c'est juste par rapport à la nationalité de l'auteur. Donc je vais vous parler de Lait et Miel. Alors Lait et Miel, je pense que vous en avez beaucoup entendu parler. Je vous le présente parce que je ne lisais plus de poésie depuis je pense le lycée, et que je suis tombée sur ce recueil de poésie que j'ai vraiment adoré, que j'ai lu d'un seul coup et que j'ai recommandé partout. C'est de la poésie qui n'est pas forcément tout le temps écrite en vers, vous avez des poèmes plus ou moins longs, mais en fait j'ai aimé ce qui est raconté dedans, c'est donc complètement inspiré de sa vie. Vous avez donc 4 principales parties qui sont présentées dans ce recueil-là. Et c'est des sujets plus ou moins difficiles. Le dernier est bien entendu beaucoup plus positif, beaucoup plus optimiste, plus féministe aussi, mais il prend toute sa valeur grâce aux 3 parties précédentes. Et j'ai aimé me plonger dans tout ça. Je pense que c'est encore mieux de le lire d'un coup, de lire toute l'œuvre dans son ensemble, puis après de repiocher quelques poèmes, puisqu'en fait je trouve qu'ils prennent tout leur sens dans cet ensemble de recueils, et puis après vous pouvez en piocher quelques-uns. Je vous laisse regarder mon avis complet là-dessus, mais que vous lisiez ou pas de poésie, même peut-être que si vous n'en lisez pas, parce que je sais pas pour ceux qui aiment vraiment beaucoup la poésie ce qu'ils peuvent penser de ce recueil de poésie là, mais je trouve que pour les gens qui n'en lisent pas, il est quand même très abordable et il vous touchera forcément. Alors ensuite, on va partir où je regarde parce que j'ai pensé au début, puis pas après. Ah si, on va partir en Europe de l'Est. Je vous ai dit, je vous fais voyager. Hein. Et donc c'est l'Estonie, oui. Alors, celui-là c'est mon gros coup de cœur. Donc c'est les groseilles de novembre. Alors on n'est plus du tout dans les thèmes difficiles de tout à l'heure, puisque ici on est sur un univers un peu loufoque, un peu fantastique, sur du folklore estonien. Donc voilà, ça fait une petite pause dans tout ce que je viens de vous expliquer. Alors en fait, c'est d'un auteur estonien et on va revenir un peu sur les légendes de l'Estonie. C'est un livre qui ne ressemble à aucun autre. Vous allez suivre pendant un mois l'histoire d'un village où il y a des choses surnaturelles qui arrivent, notamment ces petites créatures qui sont des krattes. Et j'ai vraiment adoré parce que moi j'aime beaucoup ces livres en fait loufoques. Et vraiment j'ai tout aimé en fait dans ce livre. Donc je sais que par contre celui-là ne plaira pas forcément à tout le monde parce que il y a des choses qui peuvent déranger certains, etc. Mais en fait il m'a fait énormément rire. C'est vraiment un livre auquel je repense souvent et que j'ai envie de relire. Je pense de toute manière que je vais pas tarder à me procurer un autre livre de cet auteur-là puisque j'ai vraiment beaucoup aimé la manière de raconter. Je vous laisserai regarder effectivement mon update lecture pour que vous sachiez un peu toute l'histoire qui se cache derrière ce livre-là. Mais si vous n'avez encore jamais lu d'auteur estonien et que vous voulez en apprendre un peu plus, je vous conseille beaucoup celui-ci parce que vous allez rire. Encore une fois, si vous n'êtes pas, si vous n'aimez pas trop les choses un peu loufoques, un peu surnaturelles, qui répondent pas à notre logique ou à notre réalité, pareil, il y a du langage ordurier qui est utilisé, alors dans les dialogues, pas dans la narration. Ça peut être des choses qui vous freinent et je peux le comprendre, mais si jamais vous êtes tenté, je pense que vous ne serez pas déçus et j'espère qu'il vous plaira autant que moi surtout. Alors ensuite on part où? On va faire dans le sens inverse de la rotation de la Terre, donc on est parti en Asie, en Inde, en Estonie, et là du coup il faut qu'on aille en Écosse. Ah. Alors celui-là je vous l'ai présenté il y a vraiment pas longtemps du tout, donc c'est Un bûcher sous la neige. Autant les autres, je sais que c'est des coups de cœur parce que pratiquement
enfin plusieurs mois après, ils restent en tête. Autant ceux-là, je suis peut-être biaisée par le fait que je viens de les lire. Donc celui-ci et l'autre que je vous présentais, il se peut que dans quelques mois, je me dise bah non, finalement je l'aurais pas mis dans cette sélection, mais pour le moment, au niveau de mon ressenti, quelques semaines après l'avoir lu, pour moi c'est un coup de cœur. Donc c'est Un bûcher sous la neige, où vous allez suivre une femme qui est accusée de sorcellerie et qui va en fait raconter toute sa vie à un révérend qui est là pour l'interroger puisqu'elle a assisté à un massacre d'un clan dans les Highlands. Et c'était un livre que j'ai beaucoup aimé parce qu'on est encore une fois sur une femme indépendante qui ne correspond pas à la société, qui va sans cesse fuir parce que tout le temps montrer du doigt parce qu'elle ne coche pas les cases d'une femme à cette époque-là, donc on est au XVIIe siècle. C'est un livre qui est beaucoup sur la nature, où parfois il n'y a pas vraiment de dialogue sur cette femme, cette enfant, jeune femme et adulte qui a essayé de survivre dans un environnement qui était assez difficile. Comment en fait elle vivait au milieu de cette nature, avec les plantes, avec les animaux. C'était vraiment... C'est un livre contemplatif, mais il se passe aussi beaucoup de choses. Vous vous attachez énormément en fait à Korag. Vous avez envie de la protéger, vous avez envie de lui faire découvrir une autre vie parce que c'est extrêmement triste la vie qu'elle a eue, que la société lui a imposée à cause de cette chasse aux sorcières. Moi je vous le conseille, le début peut être un petit peu compliqué comme je vous le disais dans mon update lecture, mais vraiment si vous lisez en entier, je pense que vous serez du même avis dans le sens où on s'attache forcément à elle. Et on la prend malheureusement beaucoup en pitié, même s'il y a eu beaucoup de moments où elle dit qu'elle était très heureuse parce qu'elle s'émerveillait des petites choses de la vie. Mais c'est extrêmement dommage de voir la vie qu'on lui a imposée par rapport en fait à tout ce qu'elle pouvait elle apporter à la société. Donc voilà, XVIIe siècle, Écosse, chasse aux sorcières. Si jamais ça vous dit, vous pouvez y aller. Alors, il m'en reste... Je crois que je vous ai prêt... Il m'en reste plus qu'un. Ah voilà, donc après il me reste... 1, 2, 3, 4, 5, 6... J'ai loupé, je suis allée en Écosse, on va revenir en Orient après. Donc voilà, en Islande et on finira par l'Orient. Donc avec Miss Island, pareil, je vous l'ai présenté dans mon dernier update lecture. Donc ce que j'ai aimé, c'est qu'on est avec une femme indépendante qui fait tout pour poursuivre ses rêves, qui fait tout pour arriver à ses fins malgré ce qu'on veut lui imposer, malgré la place qu'on voudrait qu'elle prenne. C'était très intéressant, ces 3 jeunes adultes que vous suivez qui sont tourmentés par la vie qu'on leur impose. Et j'ai beaucoup aimé Éclat, c'est vraiment une personnalité que j'aimerais rencontrer, même si elle a l'air de mettre beaucoup de distance entre elle et les autres personnes. C'est vraiment des manières de vivre, des philosophies de vie que j'aime. Elle va pas aller dans la facilité, elle va pas aller dans la simplicité, elle va garder ses objectifs en tête, quitte à se mettre dans des situations peu confortables, enfin peu confortables dans le sens où elle va devoir renoncer à pas mal de choses pour poursuivre ses rêves. Et moi je vous le conseille, encore une fois, une femme indépendante qui va au bout de ce qu'elle veut faire. Et oui, il y a des remarques misogynes, oui, il y a des comportements sexistes, mais ils sont dénoncés. C'est pas quelque chose, enfin moi je n'ai pas trouvé que c'était quelque chose pour lesquels on trouvait que c'était normal, c'était quelque chose qui était, oui, qui était dénoncé. Son petit copain est juste... c'est juste pas possible. Donc juste pour vous rendre compte que non, ce qu'il fait c'est pas normal et c'est un cadeau de Noël pourri qu'il lui a fait. Donc voilà, moi je vous le conseille. Ça se passe à Reykjavik dans les années 60. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez y aller. Et donc c'est parce que je ne l'ai pas avec moi que j'ai pas pensé. Le dernier je voulais vous parler, donc je vous ai dit L'Orient, mais c'est écrit par une femme américaine. Et donc c'est le fameux livre Jamais sans ma fille. Donc en fait vous allez suivre l'histoire vraie d'une femme qui est née, a vécu aux États-Unis et qui s'est mariée avec un Iranien. Et donc qui va, sous prétexte de vacances, l'emmener, donc elle et leur fille, en Iran et en fait les empêcher de retourner dans leur pays. Donc ça va être l'histoire tragique d'une femme qui a été séquestrée dans un pays qu'elle ne connaît pas, avec une langue qu'elle ne maîtrise pas, avec une religion qui n'est pas la sienne. Donc ce n'est pas un livre sur l'Iran puisque forcément vous avez un point de vue biaisé sur quelqu'un qui n'a jamais voulu être là et qu'on lui impose cette situation, mais c'est un livre sur comment une femme va se battre pour retrouver sa liberté. C'est extrêmement difficile, il y a des scènes très 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 difficiles. Jusqu'à la fin vous avez peur pour les deux puisqu'en fait il y a eu plusieurs moments
où il me semble que ça s'appelle Betty, a essayé de s'enfuir. On lui a proposé des solutions, mais c'était des solutions où elle devait laisser sa fille, et en fait elle fera tout, elle se mettra extrêmement en danger pour qu'elle puisse partir, elle et sa fille, parce que c'était la seule condition. Et c'est un livre que j'ai lu pourtant en confinement, donc moi ça m'a pas dérangé, mais c'est un livre qui vous laisse pas... Vous pouvez pas juste le refermer et passer à autre chose, vous avez besoin d'un temps pour le digérer. C'est, comme je vous le disais, c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement violent, mais pour moi c'est nécessaire de lire ces témoignages-là. Comme je vous le disais, c'est pas un livre sur l'Iran, je pense que vous trouverez beaucoup d'autres ouvrages sur l'Iran, sur les conditions des femmes en Iran, etc. Mais peut-être plus par des Iraniennes par exemple, que là pour moi il est biaisé parce qu'il y a eu beaucoup de moments où elle n'a pas pu sortir, où elle ne comprenait pas ce qu'on lui disait, etc. Vous avez quand même des bribes de situation, vous comprenez qu'il y a un gros problème dans ce pays, mais pour moi c'est pas le livre pour dénoncer ce qui se passe en Iran, c'est un livre pour dénoncer un mari en fait qui retient contre sa volonté sa femme dans son pays qui n'est pas celui de sa femme, et c'est vraiment en fait toute l'horreur qu'elle va vivre, où elle a vraiment l'impression d'être démunie. Il y a sa famille aux États-Unis qui va essayer de l'aider, mais tout tombe à l'eau parce qu'en plus que vous êtes dans un pays où tout le système est anti-américain, c'est très compliqué. Donc je vous le conseille si vous êtes capable, vous n'êtes pas trop sensible à ces sujets d'enfermement, de violences faites aux femmes, etc. parce que ça peut être des choses qui sont difficiles à lire aussi, par exemple avec si vous subissez un peu trop cet effet d'enfermement, etc. Mais c'est un livre encore une fois nécessaire, et j'étais très contente de lire. C'était un livre que je voyais dans la bibliothèque de mes parents depuis longtemps, et que je me suis dit bon, maintenant c'est bon, cette fois il faut que je m'y mette, et je suis très contente de l'avoir lu, même si c'était vraiment une expérience de lecture assez difficile, tout comme celui de Yeonmi en Corée du Nord. C'est des choses difficiles parce qu'elles sont vraies, et c'est en ça que ces lectures sont marquantes. Donc voilà, c'était ma sélection de livres marquants, alors marquants à différents niveaux. Il y a certains c'est parce que c'est une histoire vraie, que c'était une histoire difficile, d'autres c'est parce qu'ils sont plus légers, drôles et qu'ils ne ressemblent à rien d'autre, et c'est en ça qu'ils sont marquants. De toute manière, à part peut-être les Groseilles de novembre, c'est que des histoires en fait où il est question de personnes qui ne correspondent pas forcément à la société, qui essayent de fuir ce qu'on leur impose. Et donc c'est en ça finalement que c'est plutôt marquant, et c'est assez représentatif des lectures que j'aime faire, c'est-à-dire des lectures étrangères qui dénoncent des choses, des personnages qui ne vont pas là où on veut qu'ils aillent. Et j'espère que ça vous aura fait découvrir certains livres, que certains vont rejoindre votre pile à lire. Dites-moi si vous en avez aussi lu certains d'entre eux, et si pour vous aussi ça a été des lectures marquantes ou pas. En attendant, moi je vous laisse dans la barre d'infos l'update lecture pour avoir vraiment mon avis plus complet, parce que je pense qu'il apportera beaucoup plus que les petits résumés que je vous en ai fait. Et je vous retrouve dans d'autres vidéos. À bientôt!